Cette vidéo est consacrée à la syntaxe HTML pour créer des formulaires. On va voir ici comment créer des formulaires, mais pas comment manipuler les données saisies par l'utilisateur. Le HTML permet d'afficher du contenu et le traitement des données est opéré d'une autre façon, par exemple en PHP, en JSP, en JavaScript, avec Ajax, etc. D'autres vidéos sont consacrées à tout ça. Alors un formulaire est introduit par la balise form et les attributs sont méthode, IncType et action. Alors, on ne va pas voir ces attributs en détail ici car ils sont liés à la façon de traiter les informations saisies par l'utilisateur. Les méthodes c'est get ou post pour ceux qui connaissent, mais on en parlera plus tard. Et vous pouvez par exemple voir le cours sur PHP pour avoir plus de détails. Ce qui est important de comprendre dès maintenant, c'est que l'action, c'est le nom du script situé sur le serveur qui va traiter les informations. Autrement dit, la façon classique de gérer un formulaire, même s'il y a d'autres façons, mais la façon classique, c'est que l'utilisateur va saisir les données. Ces données vont être envoyées au serveur par l'intermédiaire du programme spécifié dans le champ action. Donc, le serveur va effectuer un traitement et renvoyer une réponse. À l'intérieur du formulaire, on évite de saisir les champs en vrac. On les organise un petit peu avec une sémantique relativement simple. Par exemple, dans les paragraphes, donc la balise P, on peut mettre les champs qui sont au milieu d'un texte. Ça peut arriver. L'élément fillset permet de regrouper des champs de formulaire qui ont une sémantique relativement proche. Par exemple, si vous demandez son adresse à l'utilisateur, vous pouvez regrouper tous les champs, numéro, rue, code postal, ville, pays, dans le même fillset avec éventuellement une légende. Et puis sinon, on peut mettre les champs dans une balise div, ce qui permet de créer des blocs. Les champs de formulaire peuvent être de plusieurs types. On va passer les principaux en revue. Alors on a les éléments input et textArea. Ce sont des champs à remplir par l'utilisateur. Par exemple, du texte, un mot de passe, des cases à cocher, des boutons radio, un fichier ou bien des boutons submit, reset, image ou bien tout simplement bouton. On verra de quoi il s'agit tout à l'heure. Les textArea, eux, ce sont des champs textuels qui peuvent s'étaler sur plusieurs lignes. Et enfin, un label, c'est pas un champ, c'est une simple étiquette qui décrit ce qu'on attend dans un champ qui est associé en général. Donc voyons maintenant quelques exemples d'utilisation de toutes ces balises. Voilà un exemple de formulaire et voici le rendu par le navigateur, donc toujours sans feuille de style. Ici, on a un fillset, donc c'est un ensemble de champs regroupés avec pour légende identité. Et donc le navigateur regroupe les champs dans un cadre gris. Et la légende est affichée ici. Les labels, eux, ce sont des éléments dont on voit qu'ils ne sont pas éditables. C'est juste du texte d'explication. On a nom, prénom, mot de passe. Ici, on a aussi deux inputs de type texte. Donc chacun a un nom, un identifiant, une valeur par défaut qui est optionnelle et puis une taille maximale. Et un troisième champ input, cette fois de type password, qui est aussi un champ dans lequel on met du texte, mais ce texte sera masqué, ce qui permet d'obtenir un mot de passe à la fin avec des caractères qu'on ne peut pas voir à l'écran. Alors j'ai pas encore parlé de l'attribut for du label, il est optionnel également, il doit être associé au champ input qui lui correspond. Par exemple, le label du nom, donc où est écrit le mot nom, ici, il a la valeur nom pour l'attribut for, et l'input qui doit contenir le nom a également, pour identifiant, la valeur nom. L'intérêt de recoupler ces informations, c'est qu'ensuite, sur la page web, si l'utilisateur clique sur le label, c'est le champ correspondant qui sera immédiatement sélectionné. Alors ça peut être particulièrement utile, notamment pour les cases à cocher, par exemple, car ça permet de cliquer sur le texte et pas sur la case à cocher, ce qui est plus facile pour l'internaute par la suite. Un exemple maintenant de champ de saisie multiligne, donc textArea. Le premier ici avec 40 colonnes et 5 lignes. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a 40 colonnes sur ce champ, la description, et 5 lignes. Et puis le second avec 20 colonnes et 10 lignes, et avec un texte par défaut.
Le champ hidden, lui, il est aussi un champ texte, mais il est masqué, c'est-à-dire que l'utilisateur ne le voit pas. Ça peut paraître plutôt inutile à première vue, mais ça peut avoir pas mal d'intérêt en fait pour faire passer des informations au formulaire sans les montrer à l'utilisateur. Par exemple, ici je suis sur la page française d'un site de commerce par exemple, donc la monnaie c'est l'euro. Je fais passer cette info au serveur, mais j'ai pas besoin de la montrer à l'utilisateur. Alors sur la version anglaise du site, je pourrais mettre la valeur livre à la place d'euro. Alors attention, le champ hidden, il permet de masquer des choses pour des raisons plutôt ergonomiques, mais pas de cacher des choses qu'on veut surtout pas montrer à l'internaute. C'est pas un moyen de garantir la sécurité d'un champ qu'on veut passer à l'internaute, et en particulier pas un mot de passe ou quelque chose comme ça. Donc c'est très facile pour un utilisateur un peu averti de voir ce qu'il y a dans ce champ, et aussi de changer la valeur de ces champs pour envoyer des données différentes au serveur. Voyons maintenant les cases à cocher et les boutons radio. Voyons le rendu correspondant avec une case à cocher et deux boutons radio. Donc on a ici effectivement une case à cocher, checkbox, avec un nom, un identifiant, une valeur. On indique que par défaut, avec l'attribut checked, la case doit être cochée, ce qui donne le résultat ici avec une case déjà pré-cochée. Pour les boutons radio, par exemple, ces deux boutons ici, donc bien sûr les boutons radio vont par groupe, au moins par deux, puisqu'il s'agit de choisir une option parmi plusieurs. Donc ici on a deux boutons radio, et comment on indique qu'ils marchent ensemble? Par le fait qu'ils ont le même nom ici. Donc si dans le navigateur on choisit une option, à ce moment-là l'autre va automatiquement se décocher. Autre remarque concernant cet exemple, l'attribut tabIndex dont j'ai pas encore parlé. On voit qu'ici il est à 0 d'abord, puis à 1, puis à 2. Donc vous savez, dans un navigateur, on peut utiliser sa souris pour sélectionner les champs d'un formulaire, mais on peut également se déplacer avec la touche tabulation. Et bien, l'élément tabIndex permet de dire dans quel ordre les champs seront visités par la touche tabulation. Donc ici, ce sera la première case à cocher qui aura le focus, puis le premier bouton radio, puis le deuxième bouton radio. Alors, tous les champs de formulaire ont cet attribut, et cet attribut il est optionnel, mais il est quand même très utile pour des raisons d'accessibilité, notamment pour les personnes qui ont du mal à se servir d'une souris et à qui on doit faciliter la navigation au clavier. Maintenant, un champ de sélection de choix multiples, donc ce qui correspond à une liste déroulante, vous connaissez le principe, vous cliquez sur le champ et vous avez les différentes valeurs possibles qui apparaissent, vous pouvez en sélectionner une ou plusieurs. Donc c'est l'élément select qui s'occupe de ça avec des balises options pour chaque option. Donc avec une valeur value qui sera celle transmise au serveur, et le texte qui est entre les deux balises, c'est celui qui sera affiché pour l'utilisateur. Lorsqu'on veut pouvoir transmettre un fichier entier ensuite, avec un petit bouton, vous savez, qui permet de parcourir les disques de l'utilisateur à la recherche de ce fichier, on utilise le champ File. On voit ce qu'on obtient ici, un champ texte, mais avec la petite icône pour aller chercher son fichier. Donc il faut changer le type d'encodage du formulaire pour préciser qu'on ne transmet plus seulement du texte, mais aussi des données. Et puis ici, on a l'attribut accept qui est optionnel, mais qui permet de dire quel type de fichier on veut proposer. Par défaut, on accepte tous les types de fichiers, et on peut spécifier des types MIME qui disent par exemple ici, dans ce cas-là, qu'on n'accepte que des fichiers textuels. Et enfin, on termine par les boutons. Alors on a 4 types de boutons différents, qui sont tous les 4 utilisés ici. On a le bouton de type Reset qui a pour effet de réinitialiser complètement le formulaire, c'est-à-dire qu'il remet aux valeurs par défaut tous les champs qui sont dans le même élément forme que le bouton. D'accord ? Le bouton Submit, c'est celui sur lequel l'utilisateur va cliquer pour envoyer les informations au serveur, donc une fois qu'il aura saisi toutes les infos. Le bouton Image, il a exactement le même comportement que le bouton Submit, sauf qu'il est représenté sous forme d'image et non de texte. Donc on met le chemin vers l'image dans l'attribut src. Donc les deux boutons envoyer et l'image auront le même comportement. Et enfin, il y a un bouton de type bouton, tout simplement, button, qui n'a pas de comportement associé par défaut.
En fait, on devra associer une fonction JavaScript à ce bouton pour préciser son comportement lors du clic. Ça permet par exemple de placer plusieurs boutons sur le même formulaire avec des actions différentes, si on en a besoin. Donc ce bouton il est intéressant à plusieurs égards, mais il faut éviter de l'utiliser juste quand le bouton Submit fait très bien l'affaire, avec un seul bouton dans le formulaire et un comportement classique, parce que pour des raisons d'accessibilité, ça peut poser un problème, par exemple si le navigateur ne supporte pas le JavaScript. Donc voilà pour ce tour d'horizon des formulaires en HTML. Alors bien sûr, on peut être un peu frustré à ce point parce que on a appris à faire des formulaires, ce qui est un des moyens de passer de pages purement statiques à une certaine interaction avec l'utilisateur, mais on n'a pas du tout vu comment faire cette interaction, on n'a pas vu comment on traite les données saisies dans les formulaires. Alors il y a plusieurs moyens de le faire, on aura largement l'occasion d'en reparler dans les séries de vidéos suivantes qui seront dédiées à ça en partie. L'autre point qui nous manque ici, c'est évidemment la mise en forme. On l'a dit, on l'a répété, dans la création de sites web modernes, on sépare bien la forme et le fond. On verra comment on met en forme dans la série qui sera consacrée à CSS. Puis enfin, il existe d'autres balises pour ajouter des médias, pour ajouter des citations, pour créer des blocs. On ne va pas toutes les voir, mais on en verra un petit peu plus dans la suite du cours, et notamment dans la vidéo consacrée à HTML5.